Cet accord de libre-échange pourrait bien sonner le glas de l'agriculture européenne. Du moins, c'est ce que pense la France depuis de nombreuses années avec ce potentiel accord entre le Mercosur et l'Union européenne qui pourrait créer un tsunami dans les rayons de nos supermarchés de produits du Mercosur à des prix bradés avec une hygiène pas au niveau de la France et aussi des normes environnementales qui ne seraient pas du tout respectées. Les agriculteurs français et l'État français se battent pour essayer de défendre nos intérêts parce que ça pourrait très bien avoir des répercussions énormes sur l'agriculture française et européenne en général. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne d'Écrit Finance. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Au programme, on va parler inondation, on va parler des taux en Europe, mais aussi quelques news aux États-Unis, d'autres news en Chine, et on va faire aussi un gros focus sur toutes les annonces de résultats des entreprises françaises et américaines qu'on a pu avoir, s'il y en a eu beaucoup la semaine dernière. Je voulais commencer par une news qui nous a touché, du moins une partie de la France, ce sont les inondations du 17 et 18 octobre dernier. On a une estimation du coût entre 350 millions et 420 millions. Donc ce coût sera payé par bien évidemment les sociétés d'assurance, une partie par l'État aussi pour aider, mais aussi par les particuliers / entreprises qui ont subi les dégâts. Donc on se rend compte que 2 jours d'inondation, ça a un impact très fort, donc déjà juste pour réparer ce qui a été détruit, mais aussi, ça veut dire que dans ces régions-là, il n'y aura pas d'activité économique, et donc, en plus de ça, ça va rajouter des coûts, ou du moins ça va rajouter des manques à gagner. Et on se rend compte que quand on regarde un petit peu l'historique des coûts de toutes les catastrophes naturelles qu'on peut avoir en France, et bien on se rend compte que ce coût ne fait qu'augmenter parce qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Sur l'année 2023, l'estimation, c'est 6,5 milliards de coûts de catastrophes naturelles, en sachant que en 2010, entre 2010 et 2009, la moyenne, c'était 3,7 milliards. Donc on est presque... On va bientôt atteindre le x2 par rapport à la période moyenne entre 2010 et 2019, et ça ne va faire que s'accentuer. Donc, c'est un peu le gros problème de tout ça, c'est que ça coûte extrêmement cher. Quand on regarde un petit peu le budget du gouvernement, du moins comment les dépenses sont faites par le gouvernement français, 6,9 milliards, ça correspond par exemple au ministère de l'Agriculture, on a aussi l'Europe et Affaires étrangères, c'est pas très loin de la culture, donc on se rend compte que quand même 6,9 milliards, même si le coût des 6,9 milliards n'est pas forcément pris en compte par l'État, c'est juste pour vous montrer que c'est une somme d'argent extrêmement importante, un manque à gagner extrêmement important, et que pour les compagnies d'assurance, si on a ce coût qui ne fait qu'augmenter au fil des années à cause du réchauffement climatique, et ça veut aussi dire que les assurances elles vont devoir augmenter leur coût, le coût de leur abonnement. Donc il y aura aussi potentiellement moins de pouvoir d'achat pour les entreprises ou pour les particuliers. Et c'est un cercle totalement vicieux où au bout d'un moment, même les compagnies d'assurance ne pourront plus forcément assurer certaines régions de France parce que beaucoup trop compliqué. Et on avait le PDG d'AXA à la COP21 qui avait dit que un monde à plus 1,5, 2 degrés, il pourrait potentiellement continuer à être assurable, mais aussi on est dans un monde à plus 4 degrés, il ne le sera plus. Et c'est bien ce qu'on peut voir, c'est que si ça continue à aller dans ce sens-là, ça va coûter de plus en plus cher et les compagnies d'assurance ne pourront plus créer de modèles pour essayer d'assurer tout ça. Continuons avec une bonne news aux US. Donc on a eu il y a quelques semaines les chiffres de l'emploi qui étaient très bons. Et là on a plutôt les chiffres du chômage, donc le nombre de créations de personnes sans emploi, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est encore très bon. On avait un ancien à 242, un forecast à 243, donc à peu près pareil. Et l'actuel est à 227. Donc une très bonne nouvelle, il n'y a que des bonnes nouvelles aux US, on commence à être un peu jaloux. Et cette très bonne nouvelle, en sachant que l'inflation chez eux prend un peu plus de retard à baisser que nous, par exemple, mais c'est sur le bon chemin. Ils ont aussi une économie qui va beaucoup mieux. Et donc toutes ces bonnes annonces font que la Fed n'est pas forcément obligée ou n'a pas le couteau sous la gorge pour baisser les taux. Et donc ça a fait baisser les probabilités des futures baisses de taux. Donc voilà, encore une fois, l'US se porte très bien. On a juste ce sujet, on a parlé la semaine dernière de la dette, mais sinon l'économie se comporte très bien. Outre son de cloche côté français, où là c'est un peu moins bien, on a une économie pas très bonne, un déficit pas très bon, pour pas dire plus, et on a eu la semaine dernière l'agence S&P qui a dégradé la perspective de la notation, donc un peu noter la santé de l'économie française. Donc ils ont baissé la perspective à négative, c'est-à-dire que lors de la prochaine publication des S&P, il y a des gros risques que ça baisse. Et là,
On avait Moody's, donc une des 3 autres grosses agences de notation, Moody's qui nous donne une note un peu plus importante que ce que peut faire S&P et Fitch. Et eux aussi, eh ben, ils ont mis une perspective négative, en sachant qu'ils ont dit que si ça continue, ou du moins normalement, lors de la prochaine annonce, on devrait avoir une baisse de notation de Moody's, parce que, encore une fois, on a relativement une très bonne note chez Moody's, quand on regarde comparé à la S&P ou Fitch, qui c'est un petit peu plus faible. Parce que là, ce qu'ils disent, c'est que ça correspond à peu près à un 18 sur 20, en sachant que Fitch c'est un peu plus bas, vers 16. Là, c'est ce qu'ils nous disent juste là. Donc, on devrait potentiellement voir, comme S&P, une baisse de notation lors de la prochaine annonce, ce qui serait encore une fois une très mauvaise nouvelle. Autre son de cloche comparé à la Fed, côté BCE. Alors là, alors on a parlé dans la précédente vidéo comme quoi le marché estimait ou probabilisait une potentielle baisse de taux de 50 BP ou 0,50%. Et bien là, pour une fois, ils le mettent un peu par écrit qu'il y a cette chance que on ait des baisses de taux plus importantes que prévues en décembre, le 12 décembre. Donc on commence à avoir des articles dessus, on commence à avoir quelques gouverneurs aussi qui en parlent et qui disent que ce n'est plus tabou, et donc on pourrait avoir cette baisse de taux. Très honnêtement, j'ai pas regardé la probabilité de baisse de taux pour la prochaine réunion, je vous le donnerai la semaine prochaine. Mais voilà, tout ça pour dire que ça devrait continuer à baisser, et c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie, une bonne nouvelle pour l'inflation, mais aussi une bonne nouvelle pour tout ce qui est crédit. Pour tout vous dire sur la BCE, on a 2 termes qui sont très importants et qui sont totalement en lien avec les potentielles hausses ou baisses de taux. On a tous les gouverneurs des banques étatiques, donc le gouverneur de la Banque de France, de la Banque d'Allemagne, etc., etc. Et en plus de ça, vous avez Christine Lagarde, la responsable de la BCE. Tout ce beau monde, ils vont décider des potentielles baisses de taux. Et ils ont plutôt des avis, un peu comme vous et moi, on a plutôt des avis sur des situations. Et donc on est potentiellement plus pour la baisse de taux ou plutôt pour une stabilisation ou une hausse. Ces 2 termes, ce sont dovish, celui-là, et hawkish. Hawkish, donc on est sur un rapace, on a quelque chose d'agressif, et de l'autre côté, on a dovish, une colombe, plutôt la paix, plutôt doux. Les personnes qui sont dites comme hawkish, c'est des personnes qui ont comme objectif principal, c'est de s'attaquer à l'inflation et de tout faire pour faire baisser l'inflation. C'est-à-dire que ils vont utiliser tous les outils pour baisser l'inflation, entre autres les hausses de taux, et donc ils sont très très poussés sur les hausses de taux, et à l'inverse sur les baisses de taux, étant donné qu'ils sont quand même un gros focus sur l'inflation, ils vont peut-être être un peu plus réservés. De l'autre côté, on a les dovish, qui eux regardent un petit peu moins l'inflation, mais regardent un peu plus la croissance. Et donc, encore une fois, ils vont jouer avec les taux, mais plutôt dans le sens de la croissance. Et donc, dans le cas des baisses de taux, ils sont plus enclins à faire baisser les taux, parce que, bien évidemment, si on fait baisser les taux, on relâche un peu la pression sur l'économie, et donc la croissance va de mieux. Donc voilà, c'est pour vous expliquer les 2 termes, parce que vous pourrez potentiellement voir ces 2 termes qui sont juste des traductions de noms d'oiseaux, et après vous voyez très bien, soit d'un côté c'est agressif, de l'autre côté c'est un peu moins agressif, etc., etc. Je voulais rebondir sur un article que je trouve assez intéressant et qui montre un peu la fragilité, du moins l'instabilité du système chinois. On a d'un côté une croissance qui est en berne, alors pas forcément négative, elle est toujours positive, elle est bonne, mais en dessous des attentes du Parti communiste chinois, en dessous des attentes du marché. On a aussi un secteur immobilier qui ne se comporte pas très bien, beaucoup de défauts avec par exemple Evergrande, et c'est pour ça, entre autres, que l'État chinois a mis en place son plan de relance pour essayer de relâcher la pression sur tout ça. Et là, un article sort sur des dettes de municipalités, donc de locales, soit communes, soit mairies, qui ont contracté des dettes pour financer des infrastructures, par exemple, des routes, etc. Et énormément de dettes liées à ce genre de secteur vont faire défaut, tout simplement. Les municipalités ne pourront pas rembourser ces projets, entre autres parce qu'elles financent ces projets. Il n'y a aucun revenu généré derrière, s'il y a énormément de développement, c'est un peu comme si on regardait le secteur de l'immobilier. Et après, elles ne peuvent pas rembourser, et donc il y a la faillite. Le problème de tout ça, c'est que d'un côté, on a énormément de municipalités qui vont financer les projets, faire défaut, donc ça va être aussi un problème de financement pour des prochains projets. On a aussi ces produits-là qui ont été vendus, ces dettes qui ont été vendues à des particuliers ou à des entreprises. Et donc ces personnes-là, étant donné que l'obligation sous-jacente va faire défaut, ils vont perdre tout leur argent. Donc encore une fois, une perte d'argent au niveau des particuliers. L'État doit venir à la rescousse pour refinancer une partie de ces dettes et potentiellement rembourser les personnes qui ont investi dans ces projets.
Et bah, c'est quand même des sommes qui sont très importantes, et le risque de tout ça, c'est de voir un peu un cercle vicieux où des défauts d'un côté vont faire perdre de l'argent à certains, ça va les empêcher de rembourser d'autres choses, donc ça va faire défaut sur d'autres dettes, etc., etc. En sachant que les sommes sont très importantes, 800 milliards de dollars sur ce marché-là, en sachant que donc il y a beaucoup de projets et beaucoup de produits qui sont vendus à des particuliers, des entreprises pour les financer. Sur ces, par exemple, 60 projets en 2024, on a de chiffres en termes de taille, de montant, que sur 20. Les 40 autres, c'est très opaque et on ne sait pas combien les personnes ont perdu. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment être très gros. Alors, ils sont bien plutôt bien sortis sur le secteur immobilier, tout n'a pas fait faillite, mais il y a eu beaucoup de pots cassés, et ça, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir énormément de cash, beaucoup vont perdre de l'argent, et si l'État chinois doit continuellement rembourser les personnes, ça peut clairement mal se passer. Je voulais revenir sur le potentiel accord entre le Mercosur et l'Union européenne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Mercosur? C'est une organisation qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud, entre autres le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et ce potentiel accord de libre-échange, tout simplement, c'est faciliter les échanges économiques entre les deux entités. Donc envoyer depuis l'Europe dans ces pays-là des produits faits en Europe avec des frais de douane négociés beaucoup plus facilement. Et de l'autre côté, bah pareil avec les produits du Mercosur. Et là où ça bloque, c'est les produits agroalimentaires. Donc par exemple la viande qui serait produite sur le sol d'un de ces pays du Mercosur, envoyée par bateau en Union européenne. Et ce qui pose problème, c'est que la grosse agriculture de ces pays-là du Sud ont des exploitations énormissimes. On ne sait pas trop de quoi ils mangent, on n'est pas sûr de la qualité, on n'est pas sûr des normes environnementales si elles sont respectées ou non. Par exemple, la déforestation de l'Amazonie, toute la question, et aussi l'hygiène associée à tout ça. Et donc le gros risque, si cet accord passe, en l'état, c'est que énormément, par exemple, de viande arriverait sur nos étalages. Les Français, avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat, vont potentiellement plus se tourner vers ce type de viande qui serait moins cher que les viandes françaises. Et donc, bah, mettre un énorme coût pour l'agriculture française et européenne en règle générale, il n'y a pas que les Français, hein. Et potentiellement, bah, totalement détruire la filière agricole française. Donc il n'y a pas que la viande, il y a d'autres produits agricoles qui pourraient juste détruire ce qu'on pourrait avoir. Donc l'objectif, c'est soit de ne pas le signer, soit de le négocier pour déjà s'assurer des normes environnementales, mais c'est un peu compliqué de s'en assurer à 100%. Et de l'autre côté, bah, voir comment on pourrait avoir un fair price, un prix un peu moyen qui d'un côté faciliterait les échanges avec eux, parce que aussi ça nous arrange, hein. Si on peut vendre des produits à ces pays-là où il y a énormément de population, ça nous arrange bien évidemment, mais le but c'est de ne pas détruire notre agriculture. Donc c'est un peu ça sur quoi on joue, et c'est pour ça aussi que la France freine beaucoup, et plutôt à raison. Alors il y a un très gros lobbying de l'agriculture, et c'est plutôt normal, hein. Donc c'est le gros sujet, est-ce qu'on va réussir à signer l'accord du Mercosur, et dans quelles conditions pour ne pas totalement flinguer notre filière. Le feuilleton Sanofi est enfin terminé, donc Opella, la section qui comprend entre autres le Doliprane, va être rachetée à 50% par le fonds américain, même si le fonds français avait fait une nouvelle offre, et bah c'est le fonds américain qui rafle la mise avec l'État français qui va prendre 1% de participation dans Opella. Si vous avez vu ma précédente vidéo, bon, c'est pas très grave, très honnêtement, c'est pas très grave. Même c'est pas grave du tout, et même c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sanofi qui va pouvoir récupérer ce cash frais pour réinvestir dans la recherche et développement et devenir, eh ben, rester au top du tableau des entreprises pharmaceutiques. Les petits sujets que je voulais parler, c'est que bah, le gros souci, entre autres, la souveraineté sur le Doliprane qui n'avait pas forcément de sens. Ce qui était important, c'était de savoir si les emplois allaient rester en France, parce que les usines sont en France. Normalement, il y a un accord pour garantir la production, mais encore une fois, les plus gros consommateurs, c'est nous, donc il n'y a pas forcément de raison de délocaliser, étant donné que le marché est directement à la porte de l'usine. Donc d'un côté, on a la vente qui est bonne, et on a aussi eu les résultats de l'entreprise Sanofi en tant que telle, et on se rend bien compte que bah, les résultats sont bons. Donc il y avait des inquiétudes, mais qui étaient des inquiétudes plus politiques ou qui n'avaient pas beaucoup de sens. Mais voilà, les résultats sont très bons parce que ils ont des médicaments innovants qui sont performants,
qui leur rapporte du cash, parce qu'ils sont un peu potentiellement les seuls sur ce marché-là, et c'est ça le nerf de la guerre des entreprises pharmaceutiques. Donc là, ils nous disent boosté notamment par les ventes de vaccins contre la grippe, et son traitement préventif contre la bronchiolite du nourrisson. Donc encore une fois, des médicaments qui servent à quelque chose, qui ne sont pas répliqués par une centaine d'autres entreprises comme le Doliprane avec le paracétamol. Et donc voilà, très bonne nouvelle pour Sanofi sur ces résultats, ils ont du cash en plus et ils vont pouvoir potentiellement continuer à se développer. Très bonne nouvelle côté de Tesla, ils ont annoncé des excellents résultats. Alors très rapidement, on a des marges qui se sont améliorées, on a des livraisons qui se sont améliorées, on a à peu près toutes les voitures qui sont rentables, bref, des très bonnes nouvelles. Alors ça fait un peu tâche dans les très mauvais résultats des autres constructeurs européens, du moins occidentaux. Donc une très bonne nouvelle et directement, ça a fait exploser le cours de Tesla en bourse, excusez-moi, avec une progression de entre 21 à 22% sur une seule journée, c'est énorme. Donc très bonne nouvelle pour ce constructeur qui reste le plus gros constructeur de véhicules électriques. Donc c'est soit eux, soit ce sera les Chinois, c'est un peu la guerre, mais pour l'instant ça se comporte très bien. Et juste pour vous dire, alors je n'ai pas l'article là, mais autre son cloche, un article qui est sorti à peu près au même moment avec Porsche et Mercedes qui essaient de baisser les coûts de production pour essayer de rester rentable par rapport à la compétition qu'ils ont avec la Chine. Donc vraiment deux sons de cloche entre les constructeurs européens qui sont dans une situation clairement pas bonne, et de l'autre côté, Tesla qui arrive à ressortir la tête de l'eau, donc plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Comme présenté rapidement au début de la vidéo, il y a eu énormément de résultats d'entreprises, donc entre autres Tesla bien évidemment, mais aussi beaucoup d'entreprises françaises. Et on va faire le petit tour très rapidement des différentes infos. On va commencer par Accor, le géant de l'hôtellerie qui possède énormément d'hôtels dans le monde entier, Ibis, Novotel, Sofitel, bref, et donc ils ont annoncé des meilleures marges par chambre pour leurs hôtels, donc des très bons résultats, un chiffre d'affaires qui est en bonne progression, tout ça, ça fait augmenter aussi le cours d'Accor. Donc dès que ça dépasse un petit peu les attentes, c'est une bonne nouvelle. Donc Accor, point positif. On a Danone, donc l'agroalimentaire français, qui maintient donc ses objectifs avec des résultats qui sont en hausse. Donc encore une fois, très bonne nouvelle pour Danone qui possède énormément de marques. Je vais vous mettre à l'écran toutes les marques que Danone possède, c'est énorme. Et donc, contrairement à son concurrent Nestlé, qui a eu des prévisions et des résultats à la baisse, Danone tient le cap, donc très bonne nouvelle pour Danone. On a Kering, alors c'est un peu le mauvais élève de l'école. Kering, on en parle souvent, ça se passe pas très bien. On a Gucci qui n'est pas dans une bonne santé. Et on a eu le résultat de Kering qui confirme tout ce beau monde avec des résultats qui baissent sur Kering entre autres, mais aussi d'autres marques du groupe Kering, en sachant que Kering c'est quand même 50% presque du CA de Kering, Gucci. Donc c'est très important. Bref, donc pour l'instant ça se passe pas très bien pour Kering. On a une nouvelle direction qui va prendre les rênes de Gucci, donc on verra bien comment ça va se passer. On a Thales, donc côté armée, qui a une croissance de plus de 9% de son chiffre d'affaires à 9 mois, donc troisième trimestre de l'année. On a des ventes, des prises de commandes qui ont augmenté de 26% au total. Donc très bonne nouvelle pour Thales, qui est un des leaders sur tout l'armement européen et mondial, alors aussi bien aidé par tous les conflits qu'on peut avoir actuellement. Mais Thales, très bonne nouvelle aussi. Air Liquide, qui est le géant du gaz français, européen et mondial, qui est en ligne par rapport à sa croissance passée, donc 3%. Air Liquide, c'est peut-être une des actions préférées des Français dans le PEA et autres assurances-vie. Donc Air Liquide, plutôt stable, plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça se passe bien. On a quelques secteurs d'Air Liquide qui sont plutôt en baisse, mais quand on regarde la totalité de l'entreprise, c'est plutôt stable. On a Klépierre, le géant de l'immobilier, donc les bails par exemple de centres commerciaux. Donc Klépierre révise à la hausse ses objectifs 2024, donc une très bonne nouvelle. On a vu Klépierre qui avait beaucoup souffert pendant la crise du Covid, bien évidemment, parce que les centres commerciaux, il y avait très peu de gens dedans, on avait des entreprises dans les centres commerciaux qui ont fait faillite, donc moins de revenus aussi pour Klépierre et les entreprises de ce secteur-là. Donc une très bonne nouvelle, avec le chiffre d'affaires des commerçants sur 9 mois en hausse de 4%, on a des fréquentations en hausse, bref, on a un revenu locatif qui est en hausse, donc bonne nouvelle pour Klépierre. Klépierre, si vous voulez regarder un petit peu leur centre, ils en ont
pas mal en France, mais ils ont aussi pas mal en Europe, donc c'est vraiment un très gros. Et souvent, on peut le comparer quand on reste sur du franco-français avec Unibail, Unibail Westfield. Alors si vous êtes à Paris, vous en connaissez beaucoup de Westfield, c'est des très grands centres commerciaux, par exemple à La Défense, vous avez un à Levallois, vous avez dans d'autres banlieues à Paris. Et encore une fois, alors Unibail, les résultats étaient un petit peu avant, mais aussi avaient eu des bons résultats. Enfin, Vinci, alors ils ont annoncé des résultats un peu décevants. Ça ne veut pas dire des résultats négatifs, ça veut juste dire que ce sont des résultats qui sont en dessous des prévisions. On a une augmentation du CA qui est quand même de 1,4%, mais seulement 1,4%, et donc ça a fait baisser le cours de Vinci en bourse. Alors, en règle générale, Vinci, ça se comporte plutôt bien, c'est relativement stable, parce qu'ils ont énormément d'activités et qui fonctionnent bien, mais là, on a un petit revers qui fait baisser fortement la valorisation en bourse, mais voilà, donc ça reste bien, sans être très bon. Les news de la semaine sont terminées. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Si vous voulez avoir les liens de tous ces articles, ce sera en description. Il y aura un lien de site Notion. Vous allez pouvoir retrouver tous les articles, une petite description et bien évidemment les liens. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve normalement lundi prochain pour une nouvelle vidéo. À toutes.